Alain et Jean-Marie Roch, bonjour. Bonjour. En 2017, quand vous êtes venu à Gélin présenter votre ouvrage L'alpage comtois d'hier et d'aujourd'hui, vous aviez expliqué que pour réaliser le livre, vous vous étiez partagé le travail, Jean-Marie à l'écriture et Alain à l'iconographie. Cette année, vous nous présentez un nouvel ouvrage, Les chemins de l'eau dans le Haut-Doubs, paru en 2019 aux éditions Cêtre. Avez-vous procédé de la même façon? Oui, exactement. Moi, j'ai fait les photos, Jean-Marie le texte. C'est la même démarche. Pour vous, est-ce que l'eau est importante dans le Haut-Doubs? Elle est non seulement importante, mais fondamentale. Et elle se cache partout. C'est le problème qu'on ne voit pas toujours où elle passe, et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer. Parce qu'on voit celle qui ruisselle, celle qui coule, celle qui cascade, mais on ne se doute pas que sous nos pieds se passe énormément de choses. Alors pourquoi l'eau elle se cache comme ça dans cette région? Elle se cache, ça c'est une question de chimiste. C'est l'eau qui dissout le gaz carbonique, qui donne de l'acide carbonique et qui dissout le calcaire. Et ce qui fait qu'on a des trous un petit peu partout. Ça donne déjà lieu aux dolines, c'est-à-dire aux trous en surface, aux dépressions en surface. Et ensuite, ces dolines, on a des cavités souterraines qui sont noyées ou pas. Elles peuvent être sèches ou alors être le lieu d'une belle petite rivière souterraine qui réjouit les spéléos évidemment. Et le Doubs, c'est la rivière principale de la région. Elle a un tracé particulier. Oh, c'est une rivière qui hésite beaucoup. D'ailleurs, l'étymologie du mot Doubs vient peut-être du mot latin qui veut dire hésitant. Le Doubs suit les plis du relief. De temps en temps, il creuse son chemin à travers une montagne qui était fissurée déjà, ce qui donne une cluse. La cluse du Fourpéret, la cluse Émijoux évidemment. Et comme ça, on change de vallée pour ensuite parcourir un certain nombre de kilomètres dans une vallée pratiquement rectiligne. Et ensuite, on recommence. Sur Montbéliard, elle hésite un petit peu plus. Elle monte vers le nord, elle redescend, elle remonte. Et finalement, elle choisit son chemin le plus facile vers Besançon. Elle est très paresseuse à ce moment-là. Est-ce que vous avez fait un inventaire des différents ruisseaux qui, justement... Oui, plus ou moins. On a trouvé les différents biais, comme on appelle ici, BIEF, biais rouge et compagnie. Sinon, on parle un peu du Drujon, qui rejoint le Doubs après Pontarlier. La Jougnona, qui est différente parce qu'elle part complètement ailleurs. Le Doubs part dans la Méditerranée, alors que la Jougnona, il y a une ligne de partage des eaux au-dessus de Jougne. Puis tous les petits ruisseaux, oui, bien sûr, on parle des sources, on parle de tout ça. Vous avez beaucoup utilisé des photographies. Est-ce que ça a été difficile pour illustrer cet ouvrage? Non, moi ça fait des années que je parcours le secteur, donc j'avais pas mal de stock déjà. Puis j'ai continué pour illustrer chaque chapitre. Je me suis déplacé pour faire les photos qui manquaient. Mais l'eau est un sujet vraiment... Il y a toujours de la ressource, quoi. Et puis le choix pour la sélection des photos, c'était difficile à mener? Oui, faut toujours choisir. Évidemment, c'est pas toujours facile, mais en tant que photographe, on aime certaines photos plus ou moins, quoi. Donc c'est quand même pas très difficile. Il n'y a qu'un type de photo qu'Alain n'a pas pu faire, c'est les photos souterraines. Et là, on a eu recours aux spéléologues du Doubs qui nous ont prêté deux photos de gouffres sur la région. Eux ont fait l'inventaire complet, absolument de tous les trous, de toutes les cavités, et on a beaucoup appris à ce sujet-là. Ça mériterait d'ailleurs de faire l'objet d'un livre de vulgarisation uniquement sur le sous-sol. Il y avait aussi beaucoup d'activités au bord des ruisseaux. Est-ce qu'il reste encore des vestiges? Alors il y a des vestiges, mais des activités proprement dites, à part l'hydroélectricité ou la pisciculture, la Ferrière sous Jougne, il n'y a plus grand chose, quoi. Mais il y a des vestiges à Métabier, il y a des vestiges à Rochejean. Sinon les scieries, les moulins, tout ça dépendait de l'eau. C'était des activités très importantes dans le secteur quand même. Et on avait déjà au 19e siècle fait des inventaires d'industrie sur la totalité du cours du Doubs depuis Mout jusqu'à Dole pour trouver qu'il y avait une centaine de sites industriels plus ou moins importants, Scieries, Martinet, etc. Et il y avait été question dans les années 1870 d'aménager le Doubs pour justement garder
garantir un approvisionnement en eau à toutes ces industries. Et sur cette centaine de sites, certainement qu'il en reste moins de 6, moins d'une demi-douzaine actuellement. Tout le reste est à l'état soit de ruines, soit de quelques pierres qui restent, mais plus rien. Voilà. Et puis je crois que vous évoquez aussi la disparition du Doubs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on a mis à jour, on a rajouté un chapitre fin 2018 à cause de la sécheresse et de la disparition du Doubs au niveau après Pontarlier, vers Montbenoît par là. Donc Jean-Marie peut plus dire ce qu'il en pense au niveau... Oh, ce que j'en pense, c'est simple, c'est que la nature a une force considérable, qu'on aura beau faire tous les aménagements possibles et imaginables, quelques années plus tard, la nature aura repris ses droits. Et c'est fort bien comme ça, finalement. Mais ça mérite une grande réflexion, une maturation des idées qui sera très longue, et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre des décisions intempestives comme ça, sous le coup de l'émotion. Ce serait le pire qui puisse arriver. Et pour la région, est-ce que l'avenir est sombre en ce qui concerne les ressources en eau potable? Ça, c'est un énorme problème qui va poser une question au niveau de l'urbanisme. Il est évident que la ville de Pontarlier, par exemple, a déjà du mal à s'approvisionner en eau malgré les pompages dans la nappe phréatique de la plaine de l'Arlier ou dans le lac de Saint-Point. Mais la question se posera peut-être de façon plus aiguë encore pour tous les villages qui ont vu un urbanisme dévorant. Et peut-être qu'il faudra prendre une grosse décision un jour, que quand on construit une maison, on construit aussi une citerne pour récupérer l'eau de pluie et puis essayer d'économiser l'eau courante. Ce sera certainement une des décisions très importantes de la décennie à venir. Ça. Il faudra être courageux. Eh bien, merci beaucoup. Merci.